Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Une Histoire Livresque. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que c'est une vidéo que je dois déjà filmer depuis au moins un bon mois. Oula, je suis désolée. Alors si vous entendez des petits bruits de patounes qui courent partout, c'est parce que mes deux lapins sont en liberté dans l'appartement. Et là en fait, je crois que c'est un peu leur moment de folie. Voilà, on arrive à la fin matinée. Du coup là, ils se sont dit qu'ils allaient se taper des petits sprints autour de moi et repartir dans leur petite pièce. Du coup voilà, si vous entendez des petites patounes qui courent ou des gros bruits, c'est soit que Yuka il est en train de retourner sa litière, soit que Cerise elle est en train de gratter le gros carton que je lui ai donné. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le challenge en avril vide ta pile qui a été organisé par Nathanaël de la chaîne Blabla Books. Voilà, c'est une chaîne que j'adore regarder depuis maintenant un certain temps. Et quand j'ai vu en mars qu'elle était en train d'organiser ce challenge livret, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse. Surtout que je n'avais jamais fait de challenge livresse, donc ça a vraiment été mon tout premier. Et je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Du coup, j'aimerais aujourd'hui vous le présenter. Comme ça, si jamais en avril prochain, vous avez envie de le faire vous-même, bah, je vous mettrai en détail toutes les notions du challenge. D'ailleurs, si pendant la vidéo, vous trouvez que ce que je dis n'est pas clair, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos. Vous aurez vraiment tous les détails du challenge si vous voulez suivre la vidéo. Alors, il y avait en tout 4 menus et du coup, on avait pour... Donc oui, je vous montre mon magnifique carnet de challenge. Voilà, j'ai essayé de faire ça le mieux possible. Alors moi, je le dis tout de suite, j'ai lu entièrement 6 livres, mais les deux autres, donc les 2 livres qui me manquent pour atteindre le palmarès du champion, je les ai quand même bien entamés, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté de lire un livre avant d'être au moins à la moitié du livre, ce qui fait que en tout, si on devait un petit peu calculer, ma note ce serait 7 sur 8. Alors, la première partie de ce challenge, en sachant, je le répète, qu'il y en a 4, c'était un poisson en floraison. Et du coup, la première sous-catégorie de cette partie, c'était poisson d'avril. Voilà, vu qu'on est en avril, ça paraît logique. Et du coup, pour cette sous-catégorie, il fallait lire une romance. Alors moi, du coup, je me suis dit que pour cette sous-catégorie de la romance, c'était le moment opportun pour sortir La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn, publiée aux éditions J'ai lu, en sachant que dans ce livre, il y a le tome 1 et le tome 2. Du coup, pour ce challenge, vu que j'avais vraiment l'intention de lire les 8 livres, je me suis dit que j'allais lire seulement le premier tome, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si j'ai été un petit peu déçue. Donc comme je le disais, je fais partie de cette catégorie de gens qui ont d'abord regardé la série et qui vont ensuite lire le livre. Et c'est vrai que dans la série, les personnages, on les rencontre absolument tous. Chacun a des moments qui lui appartiennent, qu'on peut voir. On suit vraiment tous les personnages qui sont présents dans les livres. Sauf que le tome 1 de la Chronique des Bridgerton ne concerne que Daphné et Simon. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment dérangée. C'est-à-dire que c'est vraiment, chaque tome est concentré sur un personnage. Et je m'attendais, pour être honnête, pas du tout à ça. Surtout que j'avais pas lu la 4e de couverture. Et je pensais vraiment retrouver tous les personnages qu'on a adorés dans la série. Et en fait, pour pouvoir avoir leur histoire à eux, en fait, à tous les personnages, il va falloir acheter tous les tomes. C'est vrai que ça m'a un petit peu dérangée. Pareil, je trouve que Lady Whistledown, donc qui est un petit peu la gossip girl de la Chronique des Bridgerton, n'est vraiment pas beaucoup présente dans les livres, alors que c'est l'une des choses que j'ai préférées dans la série. Je vous ai pas fait un énorme résumé de ce qu'était la Chronique des Bridgerton parce que je pense que ça a assez tourné sur Booktube et que j'ai pas envie de refaire un résumé parce que je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Simon, c'est un personnage qui est beaucoup plus développé dans le livre, donc c'était vraiment sympa aussi de pouvoir être dans sa tête parce que dans la série on suit surtout Daphné sur cette première saison. Après, la romance est hyper sympa, franchement je l'ai lu très rapidement, je crois qu'en 2-3 jours c'était fait, surtout que j'avais pas repris de travail, donc c'est vrai que j'avais le temps aussi de lire. J'ai trouvé quand même quelques longueurs dans ce premier tome. Ça m'a pas forcément dérangé, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où on avait envie que ça s'accélère un petit peu, qu'on se dise ok, ça fait une trentaine de pages où là ça tourne un petit peu en rond, on n'avance pas beaucoup dans l'intrigue. Je fais une petite aparté, mais si jamais vous avez envie de vous lancer dans la romance historique mais vous ne savez pas par quoi commencer, eh ben, je vous conseille À la conquête du marquis de Vanessa Kelly, publiée aux éditions Milady.
c'est vraiment une romance hyper douce, hyper sympa, avec beaucoup d'intrigues, de rebondissements. Les personnages sont hyper attachants et je trouve que l'aspect historique de l'époque est beaucoup plus développé que dans la chronique des Bridgerton. La deuxième sous-catégorie, c'est 5 km à pied. Alors ça, je sais pas vous, mais moi ça me rappelle une chanson que ma grand-mère me chantait tout le temps en voiture. Donc ça m'a fait un petit peu rire. Et là, il fallait lire un roman feel good. J'ai quand même réussi à trouver un livre qui, personnellement, m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de le relire vu que je suis adulte maintenant. Je me suis dit que peut-être j'aurais un regard différent sur ce livre. Alors le livre que j'ai décidé de lire pour cette deuxième sous-catégorie, c'est Cœur cerise de Cathy Cassidy, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, ce livre va nous parler de Sherry Costello, qui est une jeune fille qui n'a pas beaucoup d'amis dans son lycée et même en dehors. C'est une fille assez solitaire et on sait qu'elle vit avec son papa, mais on ne sait pas en fait où est sa maman. Et un jour, son père va lui dire qu'ils doivent déménager parce qu'il a rencontré une jeune femme, qu'il aimerait épouser. Et cette jeune femme a, si je dis pas de bêtises, 3 filles déjà, donc ça va être une famille recomposée. Et en fait, on va suivre Sherry en fait dans cette nouvelle vie. À savoir, Sherry, c'est une fille, on l'apprend dès le début, qui ment énormément. Elle a tellement souffert en fait de la solitude qu'elle s'est mise à inventer des histoires pour intéresser les autres. Elle pensait en fait que ça lui permettrait d'avoir plus d'amis, d'inventer des choses qui n'existent pas. Je trouve que ça la rend attachante, tout simplement parce que Sherry, si elle ment, c'est tout simplement pour pouvoir se faire des amis et parce qu'elle a peur du rejet. Elle cherche l'acceptation, que ce soit de son père, de sa nouvelle belle-mère, de ses sœurs et d'autres personnes, ça vous allez le découvrir si vous lisez le livre. En soi, Sherry, c'est quand même une personne extrêmement gentille, extrêmement généreuse, qui adore son papa, qui accepte très rapidement cette nouvelle vie parce qu'elle veut que son papa soit heureux. Ce qui fait que le fait qu'elle mente pour se protéger elle-même et parce qu'elle a peur de l'abandon, je trouve que oui, ça la rend vraiment beaucoup plus fragile, beaucoup plus douce et en fait on a vraiment envie de la protéger. Donc j'ai adoré ma lecture, celui-là pareil je l'ai lu assez vite, c'est vrai que les personnages sont hyper attachants et je me rappelle qu'à l'époque j'avais acheté le deuxième tome, je crois que c'est Cœur Coco. Si je dis pas de bêtises, non c'est Cœur Guimauve et c'est sur le personnage de Coco, voilà c'est ça, qui est l'une des demi-sœurs de Sherry. Alors on passe à la deuxième partie de ce challenge qui est des journées allongées, voilà, et la première sous-catégorie c'est Mon compte est bon. Voilà, donc là, il fallait lire une réécriture de conte ou alors un classique. J'ai décidé de lire parce que je n'ai pas de réécriture de conte et les classiques et moi, c'est vrai que c'est une histoire un petit peu compliquée. Donc j'ai décidé de lire L'école du bien et du mal de Soman Shainani, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais que ce livre a beaucoup plu et je comprends pourquoi, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. En fait, cette histoire va nous parler de Sophie et de Agatha, qui sont 2 jeunes filles qui vivent dans un village, qui se voient voler des jeunes filles tous les ans. Et en fait, cette jeune fille qui est kidnappée va ensuite pouvoir intégrer une école qui va former en fait des princesses. Voilà. Et en fait, l'école est séparée en 2. C'est-à-dire qu'il y a l'école des gentils et l'école des méchants. Voilà. Les gentils, ici, ils sont formés pour ensuite écrire des contes. Par exemple, Cendrillon est allée dans cette école, Blanche-Neige est allée dans cette école. Et c'est parce qu'elles ont eu des super notes qu'elles sont devenues des princesses hyper connues. Pareil pour les méchants, du coup vous avez par exemple le géant de Jack et le haricot magique qui a eu d'excellentes notes à ses examens et du coup c'est devenu un méchant très connu. Et même si ça partait bien, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce livre. Déjà, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. Je trouve que ça va beaucoup trop vite et du coup, j'ai pas le temps en fait de me poser avec ces personnages. Ensuite, Sophie, qui est censée être une femme magnifique, qui est destinée à être une princesse sublime, a eu une réflexion grossophobe au début du livre et ça m'a profondément dérangée parce que j'arrête pas de le dire, mais quand je lis de la lecture jeunesse, quand il s'agit de discrimination, je suis hyper pointilleuse. Et là, quand Sophie, en fait, était à sa fenêtre et a vu son papa avec sa nouvelle femme qui ne faisait rien, quoi. Ils étaient juste en bas et ils papotaient. En gros, elle a eu une réflexion, elle a comparé sa belle-mère à une grosse dinde, juste parce qu'en fait, elle était enrobée. J'ai continué à lire et là, en fait, où je me suis arrêtée, c'est quand Sophie et Agatha sont en cours et un de leurs professeurs va rentrer. C'est une femme qui est habillée un peu de manière costume oriental et qui va leur faire une petite danse et du coup forcément tous les élèves rigolent parce que franchement si vous-même si vous êtes en classe et que jamais un de vos profs rentre en costume oriental et vous fait une danse du ventre, voilà, je pense que tout le monde va rigoler. Mais ce qui m'a dérangée en fait, c'est que les 2 filles, donc Sophie et Agatha,
ont insulté leur professeur, pas parce qu'elle dansait, pas parce qu'elle faisait n'importe quoi alors qu'elle aurait dû leur donner cours, non, juste parce qu'en fait, dans son costume oriental, la prof était assez ronde, assez volumineuse et du coup les filles faisaient référence à ces bourrelets qui dépassaient et du coup elles se sont moquées d'elle sur son poids. Ça consolide des amitiés de se moquer ensemble de quelqu'un et de bully quelqu'un. Sauf que je pense pas qu'on en ait besoin dans un livre de jeunesse. Je pense que les jeunes vivent ça assez régulièrement dans leur lycée, leur collège. Et je pense pas que bully des professeurs parce qu'ils sont volumineux, ce soit une bonne idée. Donc moi je l'ai arrêté parce qu'en soi, même si l'univers était intéressant, moi il m'a pas forcément passionnée. J'avais vraiment du mal à aller vers ce livre. Pour tout vous dire, il m'a fait quasiment tout le mois d'avril. Je lisais d'autres livres en parallèle pour le challenge, mais ce livre-là, je l'ai traîné longtemps. Ce qui fait que pour moi, voilà, c'est fini, surtout que c'est le livre de ma sœur, donc je vais lui rendre, comme ça elle sera contente de le revoir dans sa bibliothèque. La deuxième sous-catégorie de ce challenge, donc de cette deuxième partie, la partie qui est des journées allongées, est Monstropolis. Et là, il fallait lire un livre avec une créature fantastique ou imaginaire. Et donc là, dans ce challenge, il n'y avait pas de Bitlit et du coup, j'en ai pris un et j'ai donc lu Dark Element, le premier tome qui est Baiser brûlant de Jennifer Ellerman Trout, publié aux éditions J'ai lu. Et ce livre a très bien fonctionné. De toute façon, Jennifer Ellerman Trout, ses livres, c'est un peu une valeur sûre en ce qui concerne la romance. Donc je ne m'inquiétais pas. Je n'avais jamais vu en fait des gargouilles dans de la Bitlit. C'est vrai que dans la Bitlit, on a souvent le même schéma, soit vampire, soit loup-garou. L'histoire est assez simple, c'est une jeune fille qui s'appelle Leila, qui a toujours grandi en fait dans un clan de gargouilles. Les gargouilles qui sont là pour protéger les êtres humains des démons. Et en fait, il va se révéler que Leila est à moitié gargouille, mais aussi à moitié démon. Et du coup, bah forcément, elle va être rejetée par le clan des gargouilles parce que même s'ils vivent ensemble, ils savent très bien qu'elle n'est pas à 100% gargouille et qu'il y a du sang de démon en elle. Du coup, ils vont toujours se méfier d'elle. Et un jour, elle va alors rencontrer Ross, qui est un pur démon, même un démon must démon quoi. Et il va lui faire comprendre en fait que tout n'est pas ou tout blanc ou tout noir et que des fois les personnes qu'on pense être les plus bienveillantes peuvent être celles qui nous font le plus de mal et qu'on peut trouver des alliés parfois au milieu des ennemis. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Encore une fois, c'est vraiment écrit très simplement, mais je trouve que si vous voulez lire une romance Bitlit, voilà, un après-midi tranquille, franchement, ça passe très vite. Moi, je crois que je l'ai lu, pareil, en un après-midi, je me suis posée sur mon canapé, je me suis fait un thé, je l'ai lu et c'est passé vraiment tout seul. Ensuite, on passe à la troisième partie de ce challenge qui s'intitule Le printemps distrayant. Et donc, la première sous-catégorie est le retour des fleurs. Et donc là, il fallait lire un livre avec une couverture colorée. Alors, pour ce challenge, je me suis dit que j'allais sortir un livre qui est depuis longtemps dans ma palle et que je me tardais de lire. Et je suis trop contente d'avoir sauté le pas. C'est la saga Les Royaumes de Feu, le premier tome qui s'appelle La Prophétie donc de Tweety Sutherland, j'espère que je le dis bien, et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce livre va nous parler de 5 dragonnets, donc de Argile, Tsunami, Gloria, Comet et Sunny, qui ne sont pas des dragons comme les autres, tout simplement parce que sur cette terre où règnent les dragons, une énorme guerre s'est déclarée et il y a une prophétie qui raconte la venue de 5 dragonnets qui pourraient trancher cette guerre, voilà, établir un nouveau système politique avec un roi. Il y a 3 reines dragonnes sœurs, qui se font la guerre sur les terres et du coup ça divise toutes les terres des dragons en 3 parties et du coup les dragonnets seront là pour trancher et dire vous deux, vous mourrez, toi tu règnes, voilà. Et donc dans ce premier tome, on va être sous le point de vue, sous la narration de Argile, qui est le dragonnet de boue, car oui, chaque dragonnet que nous allons suivre va être associé à un élément. Par exemple, Tsunami, comme vous pouvez le douter, avec le nom, va être la dragonnette de la mer. Sunny, ça va être la dragonnette du sable. Je vais pas vous en dire plus, en vrai, foncez, ce livre, c'est vraiment une pépite. J'ai commencé d'ailleurs le tome 2 ce mois-ci, au mois de juin, et pour l'instant j'aime beaucoup, surtout que le tome 2 est consacré exclusivement à Tsunami, qui est la petite dragonnette de la mer, et du coup, je l'aime trop, c'est magique. En vrai, je lis ce tome 2, c'est magique. Du coup, foncez. Par contre, je préfère le dire, c'est très jeunesse. C'est de la pure fantaisie, mais jeunesse. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de la troisième partie, c'est la fin de l'hibernation. Là, il fallait lire un livre avec un animal sur la couverture ou dans l'histoire. Et là, ça va être ma deuxième déception parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fini 2 livres. Et donc, ce livre, c'est Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, voilà, publié aux éditions
Pocket. Alors, il faut savoir que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les lectures contemporaines. Là, en fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Julie et qui ne se plaît pas forcément là où elle habite, qui ne se plaît pas forcément dans son travail. Elle a un groupe d'amis très sympa, mais qui sont assez compliqués. Elle a une relation assez spéciale aussi avec sa maman. Enfin voilà, elle vit sa petite vie dans son appartement, mais elle n'est pas forcément à 100% heureuse, elle n'est pas forcément super bien. Jusqu'à l'arrivée d'un homme, je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, voilà, Rick. Jusqu'à l'arrivée de Rick dans son appartement, et là tout va se transformer. Elle va vouloir encore plus prendre soin d'elle, elle va vouloir changer de travail, elle va vouloir, voilà. Elle sent que beaucoup de choses est chamboulées à l'arrivée de cet homme, mais on va découvrir également que Rick a énormément de secrets. Voilà. Alors pareil, j'ai lu plus de la moitié de ce livre. Voilà, j'ai lu 250 pages sur 393. Mais ça m'a ennuyée. Voilà, pour être honnête, c'est vrai que tous les chapitres, c'était en gros Julie qui faisait tout pour plaire à Rick. Voilà, par exemple, Rick court tous les matins, il faut le savoir. Julie, qui ne court absolument pas, va courir avec lui. Julie est quelqu'un de très bordélique, mais elle va toujours tout faire pour que son salon au moins soit le plus rangé possible, parce que Rick des fois il vient boire des cafés, et je trouve que c'était assez ennuyeux, voilà, pour être honnête. C'était très long, voilà. Il y avait beaucoup de chapitres où c'était très long, on attendait que ça en fait, que Rick fasse attention à Julie, ou que Julie prenne son courage à deux mains et invite Rick chez elle, ou à boire un café, ou je ne sais quoi d'autre. Sauf que même quand ils se croisaient, en fait c'était juste par exemple des fois, ils se croisaient dans le couloir et en fait on avait tout un chapitre là-dessus où en fait Julie elle s'en remet pas qu'elle l'a croisé dans le couloir et qu'elle lui a dit bonjour et qu'il lui a dit en gros jolies chaussures et c'est bon. Ça faisait tout un chapitre là-dessus. Et vraiment moi ça m'a pas captivé du tout. Après c'est dommage parce que vraiment l'écriture, je n'ai jamais lu de Gilles Le Gardinier. Mais l'écriture est vraiment belle, les tournures de phrases sont canonissimes, les mots choisis, le vocabulaire et l'orthographe est aussi très belle. La syntaxe, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, je pense qu'il m'en faut un peu plus pour me passionner. Ensuite, la quatrième et dernière partie, c'était Ne te découvre pas d'un fil. Elle m'a fait rire Nathanaël avec sa vidéo parce qu'elle disait très clairement que quand il commençait à faire chaud ou quand le soleil commençait à pointer, en fait, elle sortait toujours avec des petits hauts ou voilà, elle se couvrait pas. Et ce qui faisait qu'elle tombait toujours malade au début du printemps ou de l'été. Et du coup, ça m'a fait rire et du coup, je comprends totalement cette partie-là. Alors, la première sous-catégorie de cette quatrième partie, c'est La nuit arrivera et il fallait lire un huis clos. Alors, je n'ai pas forcément de huis clos dans ma bibliothèque, mais j'ai quand même trouvé ceci, qui est Fleur captive, de V.C. Andrews, publié aux éditions... je crois que c'est aux éditions France Loisirs, si je dis pas de bêtises. Surtout que je suis trop contente parce qu'en fait, il y a 5 tomes et en fait, j'ai eu le coffret pour 20 €. Donc, j'étais super contente. Franchement... France Loisirs en ce moment avec leur formule et leur programme de fidélité, j'aime trop. Vraiment, j'ai eu d'ailleurs le livre de Grisha intégral et je l'ai eu pour 2 € grâce à mes points que j'avais cumulés sur ma carte, ce qui fait qu'en fait un énorme intégral de Grisha en parfait état vu qu'il est neuf et je l'ai eu pour 2 € donc j'étais ravie. Ce livre, je crois que ça va être l'un de mes préférés du mois d'avril et il m'a complètement détruit. Je me souviens plus de leur prénom, mais en fait on va suivre l'histoire de 4 enfants. Donc il y en a un qui a 14 ans si je dis pas de bêtises, une autre qui en a 12 et les deux plus petits ils ont genre 7 et 4 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ils vivent une vie absolument géniale. Voilà, c'est 4 frères et sœurs qui sont dans une grande maison avec leur papa, leur maman. Ils ont chacun une chambre, ils sont choyés par leurs deux parents et tout roule. Sauf qu'un jour, là je ne vous spoile pas, c'est le premier chapitre, leur papa va décéder. Et leur maman, on va voir qu'elle va être complètement démunie face à ça, elle ne va absolument pas savoir quoi faire. Surtout qu'elle n'a jamais travaillé en fait, vu qu'elle vient d'un milieu assez bourgeois. Son mari l'a tout de suite pris en charge, il lui a clairement dit écoute, moi je vais travailler, de toute façon j'ai les sous pour que tu restes à la maison, donc reste à la maison, occupe-toi des enfants, sauf que voilà, son mari meurt et ils avaient investi tout ce qu'ils avaient en fait dans des fioritures, c'est-à-dire dans des vêtements, dans des sorties et ce qui fait qu'ils se retrouvent sans le sou. Et en fait la mère va prendre je pense l'une des pires décisions de sa vie, c'est-à-dire qu'elle va dire à leurs enfants écoutez, votre papa est parti, on ne peut pas garder la maison, du coup on va tous aller chez mes parents. Donc voilà, donc c'est les grands-parents des petits. Et en fait les 4 enfants vont être enfermés dans un grenier
et ils vont y rester 2 ans. J'ai choisi ce livre tout simplement parce que la sous-catégorie c'était huis clos et techniquement quasiment tout le livre se passe dans ce grenier et dans une petite pièce qui leur sert de chambre. Donc je pense que j'étais à peu près dans le thème. Ce livre, mais comment vous dire ce livre, des fois j'ai dû l'arrêter en fait, le fermer parce que ça me mettait mal et je devais faire autre chose, regarder une série ou lire un livre un petit peu plus joyeux. Bah tiens, Cathy Cassidy, j'ai arrêté ce livre et j'ai lu du Cathy Cassidy justement pour me remplir un petit peu de joie tellement ce livre est poignant et très dur à lire. Je m'attendais sincèrement à ce qu'il y ait beaucoup plus de violence physique. Quand on commence à comprendre que le grand-père ne doit absolument pas savoir que les enfants sont en haut parce qu'ils sont nés d'un mariage qu'il n'a pas du tout accepté et que la grand-mère est là en fait juste pour leur apporter à manger et leur dire clairement ne faites pas de bruit, ne vous regardez pas, ne vous touchez pas, la salle de bain c'est un par un, enfin voilà, c'est vraiment on dirait des animaux en fait, clairement on traite les enfants comme des animaux. Et ce qui est dur dans ce livre, c'est vraiment la torture psychologique que c'est pour ces enfants d'être enfermés. Parce que en soi, les violences physiques, même s'il y en a, ce n'est absolument rien comparé à la violence psychologique que vivent ces enfants. Et là, c'est pas que leur grand-mère qui les torture psychologiquement, c'est aussi leur maman. Leur maman va leur dire très régulièrement qu'ils vont sortir de ce grenier, que leur maman faisait tout ce qu'ils pouvaient pour que leur grand-père les accepte, pour que leur grand-père accepte qu'ils descendent, plus croire en leur mère, ils ne vont plus croire en rien. Et c'est vraiment dur de les voir grandir parce que du coup sur 2 ans ils vont grandir, évoluer, changer, mais tout en étant exclus du monde extérieur. Donc vraiment, âme sensible, s'abstenir. Vraiment, moi je sais que je vais attendre un petit moment avant de lire la suite, surtout que j'ai lu le résumé du 2e tome et je sais que je pourrais pas le lire tout de suite. Je pense que psychologiquement, même moi, je vais me mettre dans le mal. Et enfin, la dernière sous-catégorie qui est même pas peur. Et donc là, il fallait lire un livre avec une femme forte. Et là, énorme coup de cœur. J'ai lu, donc je peux pas vous le montrer en visuel en fait, en papier, tout simplement parce que je l'ai prêté à ma petite sœur tellement je l'ai adoré ce livre. Mais j'ai lu Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Et pour vous dire à quel point j'ai adoré ce premier tome, voilà, c'est-à-dire que j'ai entre-temps lu le tome 2, le tome 3 et le tome 3.5 si je puis dire, parce que le tome 4 il est sorti aux États-Unis mais il n'est pas encore traduit en français. Alors ce livre, Un palais d'épines et de roses, c'était de la fantaisie. Pardon, il y a eu un coup de klaxon là, j'étais pas prête. Donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, c'est de la pure fantaisie comme on l'aime. Il y a de la romance à outrance. L'univers est extrêmement bien détaillé. Au début du livre, il y a une carte comme celle-ci, donc de Prysian, qui est le monde dans lequel va évoluer nos personnages. D'ailleurs, ça ressemble vachement à l'Angleterre. Je pense que c'est fait exprès, hein, mais on dirait vraiment l'Angleterre. Et en fait, on va suivre tout simplement l'histoire de Feyre, qui est une jeune femme qui vit dans une petite dans une petite chaumière. Voilà, c'est une petite maison dans les bois avec ses 2 sœurs et son papa. Et en fait, son papa s'est blessé à la jambe, ce qui fait qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas subvenir aux besoins de ses 3 filles. Ce qui fait que c'est Feyre, la plus jeune des 3 sœurs, qui va décider en fait de chasser. Et voilà, pendant plusieurs années, c'est elle qui va s'occuper de donner à manger à ses sœurs et à son papa. Elle va chasser pendant qu'en fait ses 2 sœurs restent à la maison, comme les belles grandes dames qu'elles sont. Hein, voilà, et c'est Feyre qui va s'occuper de la besogne. Et en fait, un jour, Feyre va s'approcher trop près de la limite, parce qu'il y a un mur. En fait, Prysian est séparé en 2 catégories, c'est-à-dire qu'il y a un mur. En dessous, au sud, il y a le monde des mortels et au-dessus, il y a le monde des fées et donc des immortels. Et un jour, elle va se rapprocher un peu trop près du mur et elle va trouver en fait un loup qui est sur le point de s'attaquer à un cerf que Feyre avait vu, car elle voulait le tuer pour le ramener à ses sœurs pour pouvoir manger. Feyre va tuer le loup, sauf que voilà, le loup appartenait à la cour du printemps qui est dirigée par le seigneur Tamlin. Et Tamlin va aller en gros chez Feyre et va lui dire clairement: écoute, t'as tué un de mes sujets, je veux pas savoir pourquoi, maintenant c'est une vie contre une vie, et du coup soit tu meurs, soit tu me suis. Voilà.
Et du coup, elle va le suivre et c'est là qu'on va voir notre chère petite Feyre, qui est une petite mortelle, intégrer le monde des immortels. Et c'était vraiment génial, voilà. Le tome 1 était vraiment magique. Après, c'est vrai que le début était peut-être un petit peu long. Après, c'était le temps, je pense, d'introduire les personnages, le contexte aussi, parce que faut savoir que dans ce livre, il y a aussi une grande guerre. Mais c'est vrai que personnellement, du coup, j'ai préféré largement le tome 2. Et je pense que c'est pour beaucoup de personnes, voilà, je vous le montre, le tome 2 qui est ici. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais sans vous spoiler, dans le tome 1, on va être sûr de beaucoup de choses. On va avoir beaucoup de certitudes. Et l'auteur, arrivé au tome 2, elle va nous dire clairement, écoutez, vous voyez toutes ces certitudes que vous avez et que j'ai mis en place? Eh ben vous les oubliez. Voilà, au début du tome 2, même, ça va arriver très vite, hein, mais dès le début du tome 2, elle nous dit clairement, eh bien, tout ce que vous pensez être vrai, eh bien ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'en fait le tome 2, je l'ai adoré parce que ça a été un bouleversement total dans la vie de tous les personnages. Et si vous aimez la fantasy jeunesse et que vous n'avez jamais lu Un palais d'épines et de roses, je vous le conseille. Surtout que le tome 4 va pas tarder à sortir en France. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer, voilà, j'ai trouvé ce petit carnet action. Et je suis amoureuse, du coup maintenant ça va être mon carnet de challenge, donc vous risquez de le revoir rapidement. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude j'ai pris mon... J'espère vraiment que ça vous a plu, en tout cas j'essaierai de refaire une vidéo assez rapidement parce que c'est vrai que avec mes vidéos j'aime pas me forcer. C'est vrai que j'ai vraiment envie que cette chaîne dure le plus longtemps possible, vraiment que je puisse l'avoir sur des années, que ça me fasse après des souvenirs sur ma passion du livre en fait tout simplement. Et c'est vrai que quand j'ai pas envie de filmer ou quand je préfère faire autre chose comme sortir ou être avec mon chéri, c'est vrai que je filme pas. Voilà, je l'avoue. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir fait ce challenge, surtout que je l'ai quasiment réussi. Je remercie beaucoup en tout cas Nathanaël de la chaîne BlablaBooks parce que c'est elle qui a créé ce challenge. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!